鬼岛之音 Ghost Island Media. Bonjour, ici Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Je suis journaliste culturel à Taïwan. J'écris sur la scène musicale indé-taïwanaise, sur la culture et sur la subculture. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Hu Qingfang, qui est à la fois l'une des plus grandes écrivains taïwanaises de sa génération et la directrice actuelle du Centre culturel de Taïwan en France. J'ai voulu écrire ce livre pour montrer que les femmes ont leur propre désir, pensée et que nous évoluons dans différentes classes, cultures et religions. Que nous ne sommes pas un groupe homogène, mais bien des individus à part entière. Depuis notre studio à Taipei, je vous propose dans ce podcast des interviews d'actrices et d'acteurs culturels francophones. Nous vous emmenons donc en balade culturelle franco-taïwanaise. Depuis quelques années, je croise de temps en temps l'écrivain Hu Qingfang, Lolita Hu de son nom anglophone, sans jamais l'avoir rencontré 2 fois de suite dans le même pays. Car Hu Qingfang est ce qu'on appelle aujourd'hui une écrivain cosmopolite. Originaire de Taïwan, l'ailleurs fait partie de son identité. Titulaire d'un master d'art dramatique de l'université du Wisconsin-Madison, elle n'a jamais cessé l'expérience de la vie à l'étranger, puisqu'elle a vécu, entre autres, à Pékin, à Tokyo, à New York, à Hong Kong, où elle fut directrice du Centre culturel et d'information Quanghua, le Centre culturel de Taïwan local, de 2016 à 2018. Elle occupe désormais le poste de directrice du Centre culturel de Taïwan en France, 6 rue de l'Université à Paris. L'œuvre littéraire de Hu Qingfang, composée d'une 12aine de livres, recueils de nouvelles, essais et romans, est tiraillée entre ces 2 pôles, ces 2 identités, Taïwan et le reste du monde. Les expériences, les villes visitées, vécues même par Qingfang, se retrouvent dans ses récits où parfois elle met en scène ses propres mésaventures à travers le monde. D'autres fois, c'est la société taïwanaise qu'elle scrute, s'intéressant à ses évolutions. Née en 1969, elle a pu écrire sur les générations actuelles, leur lien par exemple avec les nouvelles technologies. J'ai souhaité inviter Hu Qingfang parce que c'est une personne que j'admire dans le monde des lettres. Hélas, ses romans ne sont pas encore traduits en français, malgré une reconnaissance dans toute l'Asie-Pacifique et le monde sinophone, ainsi que l'obtention des plus prestigieux prix littéraires taïwanais, le prix du meilleur ouvrage littéraire au 37e Golden Tripod Awards pour The Third Person en 2013, et le prix de la meilleure fiction littéraire au Salon international du livre de Taipei en 2020 pour son roman Islands. J'ai donc 1000 questions à poser à la fois à l'écrivain de littérature, avec un regard souvent sans concession sur le monde, et aussi à la personnalité de la culture. Dans ses nombreuses vies, Qingfang a aussi été la première femme à la tête de la Taiwan Creative Content Agency, qui, par le biais de ses fonctions en France, est l'actuelle figure de proue du soft power taïwanais pour les Français. Qingfang, bonjour, j'ai la chance de te voir cette fois à Taipei, où tu n'es pas souvent. Bonjour à tous et toutes. Alors, si je n'ai pas fait d'erreur dans mes recherches, ton premier livre publié s'appelait Traveler, en 2000. C'est un récit de voyage, ou plutôt un récit sur le sentiment du voyage. Tu as étudié aux États-Unis, tu as vécu à Hong Kong, à Pékin, à Tokyo, je l'ai dit, et à présent tu vis à Paris. Pourquoi ce besoin d'ailleurs ? Devient-on addict à l'expatriation ? Est-ce qu'on cherche à trouver quelque chose ou à échapper à quelque chose ? Je réponds à toutes ces questions dans Traveler.
C'est un livre sur le déplacement à travers le monde, sur l'identité et les frontières. Il traite aussi beaucoup de culture et de la recherche de la place que l'on a dans le monde. Lorsque j'étais étudiant de littérature et de théâtre, je n'en sais pas écrit tellement. J'étais en admiration devant les chefs d'œuvre que j'ai étudiés. J'ai trouvé le courage seulement après avoir quitté Taïwan. J'avais une vingtaine d'années lorsque j'ai réalisé que je devais déménager non pas pour voyager, mais pour étudier et pour des raisons économiques. C'était l'époque de la chute du mur de Berlin. C'était la fin de la guerre froide et le début d'un nouveau monde, d'un nouvel ordre mondial. Pour moi, je n'étais seulement une immigrée dans une autre société, mais c'était ma destinée de partir ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, je vois que les êtres humains avaient peu de moyens, bougent beaucoup. Quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était la destinée des êtres humains d'être constamment en mouvement. Constamment en mouvement, d'accord. Oui, les thèmes du déplacement, du mouvement m'a beaucoup inspiré et c'est pourquoi c'est le thème de mon premier livre, Traveler. Et donc, il y a d'autres thèmes dans ton œuvre. Il y a surtout un palimpseste d'identité qui la traverse. En 2001, tu écrivais un autre livre qui est She, Portraits of Asian Women, où tu expliquais t'être rendu compte que l'identité de la femme asiatique était traditionnelle, oppressée, marginale. Ce sont tes mots. Est-ce que toi, tu as réfléchi ta vie en te positionnant contre cette identité qu'on pourrait dire forcée? Un jour, pendant une conférence sur la littérature, lorsqu'on m'a demandé pourquoi j'écris, j'ai répondu en rigolant que je voulais que ma voix soit entendue de manière égale à celle de l'homme blanc assis à côté de moi. She, Portrait of Asian Women a été écrit après mes études aux États-Unis, où j'ai beaucoup apprécié les efforts du monde académique américain pour aider les personnes en marge de la société. Nous lisons de la littérature captivante, telle que l'orientalisme de Edward Said. Edward Said. Oui, Edward Said. C'est qu'en français, c'est Edward Said oui, aussi. Edward Said, en français, l'orientalisme. Et où peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Oui. France Fanon. Exact. Ce sont les récits que m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et j'ai compris que certaines cultures étaient considérées supérieures à cette époque. J'ai réalisé que beaucoup de stéréotypes existent sur les femmes asiatiques, que nous sommes faibles et soumises, que nous sommes douces et que nous sommes incapables de nous énerver. De vous énerver? Oui. Par exemple, j'ai voulu écrire ce livre pour montrer que les femmes ont leur propre désir, pensée et que nous évoluons dans différentes classes, cultures et religions. Que nous ne sommes pas un groupe homogène, mais bien des individus à part entière. À partir de 2001, je suis heureuse de voir
qu'il y a eu beaucoup de changements de cette identité. Dans ton roman Islands de 2019, tu t'intéressais aux façons de tomber amoureux des générations actuelles à la part de virtuel de l'amour, puisque les rencontres se font en ligne, que les gens ont des pseudonymes sur Internet plutôt que des vrais noms. Quel est ton rapport aux jeunes générations? En disant cela, je ne dis pas que tu es âgé. Ça va. Je suis d'accord. Au début, je voulais montrer que l'Internet n'a pas fait évoluer notre compréhension des autres, mais a plutôt créé un fossé générationnel. Au fil de l'écriture de Islands, je me suis intéressée aux changements sociétaux après l'apparition de réseaux sociaux qui ont été une véritable révolution. Pour moi, il effleure les frontières entre le public et le privé. Aujourd'hui, tout le monde peut être une personne publique et chaque personne publique donne l'impression d'être ton ami et peut entrer dans ta sphère privée. Tout cela a changé notre concept de l'intimité, ainsi que nos définitions de l'amour et de l'amitié. Donc notre propre image dans notre propre imaginaire. Nous avons changé notre idée de société idéale. Nous avons créé une société où nous devons changer la façon de projeter notre image pour être appréciés. Lorsque nous voulons une société différente, on interagit différemment dans la société. J'ai senti que le dialogue devient confus et se passe très rapidement. Pour les jeunes, je n'ai pas d'opinion sur eux, mis à part qu'il faut qu'ils soient forts et vulnérables, comme nous tous l'avons été précédemment. Donc vous tous, c'est ta génération. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas bientôt sortir un roman en juin sur ta propre génération, après avoir écrit sur les plus jeunes. Donc celle qui était à la fac à la fin des années 1980, au début des années 1990. À l'époque, les relations humaines et amoureuses connaissaient d'autres défis, par exemple l'émergence du sida. Le monde était en mutation technologique. Il s'agissait d'une génération qui a connu la transition de la révolution numérique et ils ont pu devenir des losers ou des laissés pour compte de la technologie. Comment est-ce de revenir par la littérature à ta génération après avoir parlé de la jeune génération actuelle? Et est-ce que ce nouveau roman pourrait fonctionner en diptyque avec Islands? Un écrivain peut seulement écrire ce qu'il connaît. Un bon exemple est Ernest Hemingway. Après cette époque de tout tu décris, l'événement le plus important pour Taïwan est la fin de la loi martiale. La fin de la loi martiale. Oui. Et la chute du mur de Berlin, qui ont conduit au début des interactions à travers le territoire de Taïwan. C'était le tout début de la transformation de Taïwan vers démocratie. Je n'ai rien à dire à la jeune génération actuelle, car je pense que ce n'est pas mon rôle. En tant qu'écrivain, j'écris ce que j'ai vu personnellement et je reste la même que lorsque j'ai écrit Islands. Ce nouveau roman ne pourrait pas fonctionner en
diptyque avec Islands, car en fait, j'ai une trilogie en tête sur la ville de Taipei et c'est à Habiton. Le livre qui sort en juin se passe il y a à Tonton, avant Islands. Et j'aimerais écrire un prochain livre aussi sur Taipei qui se déroulera Tonton, avant le 20 years old. Oui, c'est une trilogie. Donc 20 years old, 20 ans, c'est le nom de ton prochain livre qui va sortir en juin. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est une exclusivité. Personne ne le sait encore. Non. Ah. On avait parlé en off il y a quelques mois de ton rapport à Albert Camus, de ton regard sur l'absurde camusien. Et tu m'as dit que tu voyais cette idée, et je cite les mots que tu m'as dit à l'époque, prendre la décision de rester en vie. C'est comme ça que tu interprètes Camus. Et depuis, j'y ai repensé et je trouve que c'est une interprétation plutôt asiatique du discours de Camus sur l'absurde, mais je la trouve quand même très juste. Camus est presque un philosophe oriental en fait. Penses-tu que nous vivions dans une époque absurde, ou plus précisément, penses-tu que les Taïwanais vivent dans une époque absurde? Je te pose la question aussi en pensant à ton livre Anonymity de 2017, celui-ci, dans lequel tu as aussi voulu écrire sur l'absence de reconnaissance de Taïwan en tant que pays. Je pense que nous pensons tous que nous vivons dans une époque absurde. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai écrit Anonymity, c'est autre livre. Le privilège d'être une écrivaine taïwanaise et que nous sommes forcés de penser à qui nous sommes dès notre naissance. Oui, la situation internationale de Taïwan est absurde, mais je pourrais aussi être une jeune Afghane qui essaie d'aller à l'école ou une femme ukrainienne qui essaie de commencer un business dans un pays en guerre ou une Chinoise née dans un petit village. Sur les réseaux sociaux, nous sommes habitués à voir le crème de la crème du monde. Crème de la crème. Oui, crème de la crème de le monde. Mais la plupart des gens sont en dehors de cela et essayent juste de survivre. C'est sur eux que j'ai envie d'écrire, car je m'identifie de les gens ordinaires, les gens populaires, oui. Les gens qui n'ont pas grand-chose, populaires. Oui. Alors, on parlait de Camus, et un autre de tes livres a un lien direct avec la culture française, en tout cas par son titre, puisqu'il s'appelle La comédie humaine. Et en chinois, ça s'appelle 人间喜剧. Comme le livre de Balzac. Oui. C'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est un recueil de nouvelles donc, qui date de 2008. Est-ce que toi, tu peux appliquer l'observation balzacienne du 19e siècle à notre 21e siècle? D'un côté, tu as beaucoup porté ton regard sur les grandes villes, et là, tu dis que tu vas avoir une trilogie sur Taipei. Tu avais déjà écrit en 2011 un autre livre qui s'appelait City Blues. Et tu as également cherché à observer, scruter les désirs humains dans The Sentimentalist, qui lui date de 2002. Donc voilà, en prenant plusieurs de tes œuvres, en prenant plusieurs de tes thèmes, en prenant cette idée de la comédie humaine de Balzac, que cherches-tu à voir et à décrire? Ton observation est très correcte. Le 19e siècle de Balzac est une période pleine de changements, très rapide, vers un autre niveau. Paris est une grande machine où les poètes et les artistes deviennent des flâneurs, comme Charles Baudelaire. Oui. Ils sont immergés dans cette ville remplie de cruauté et de beauté.
Au XXe siècle, j'ai écrit la comédie humaine, City Blues et le Sentimentalist à cause de la mondialisation. Le monde devient une grande ville à l'image de Paris, 19e siècle, ou New York à le 20e siècle. Et je me positionne comme Baudelaire ou Walter Benjamin en train de flâner. Flâner, ouais. Oui, dans cette ville immense qui est le monde. Il s'appelle le monde, oui. Donc tu restes au niveau des petites personnes. Oui, c'est tout petit devant le oui, grand c'est immeuble. ça, oui. Et donc, maintenant, tu vis dans une autre très grande ville qui est Paris. Est-ce que ça va alimenter ta future littérature? Ouais, c'est déjà le cas. Ouais. Paris m'a toujours inspiré. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai d'ailleurs fini certains de mes livres à Paris déjà. Comme beaucoup d'auteurs et artistes, je me sens chez moi à Paris, oui. Comme beaucoup d'étrangers aussi. Oui. Paris, c'est très charmant, oui. Plus charmant pour les étrangers peut-être Oui. que pour les Français. Je sais pas. Alors, on a parlé de plusieurs de tes livres, j'ai essayé d'en citer plusieurs. Ils ne sont pas encore traduits en français. Selon toi, lequel de tes livres serait un bon premier choix pour une traduction en français? Je ne sais pas vraiment pas. Je crois que c'est quelque chose qui devrait être décidé par le lecteur français. Mais je pense que la trilogie de Taipei, ça peut vraiment être une bonne porte d'entrée, puisque les gens regardent beaucoup Taïwan en ce moment. Oui. Ouais. D'ailleurs, l'année dernière, je t'ai vu à Taipei donner une conférence sur le réalisateur Tsai Ming-liang lors de l'inauguration de son exposition de tableaux au musée de la National Taipei University of Education. Et si je ne me trompe pas, tu avais déjà invité Tsai Ming-liang lorsque tu travaillais à Hong Kong, n'est-ce pas? Oui. Quel est ton lien avec les autres artistes taïwanais? Fais-tu partie d'une communauté d'artistes? J'ai commencé à prendre le rôle d'ambassadeur pour la culture de Taïwan en 2016. Aujourd'hui, je suis la directrice du Centre culturel de Taïwan à Paris. Je considère que c'est mon travail de promouvoir les artistes taïwanais et le travail à l'étranger. Je considère que c'est un privilège d'apprendre à les connaître et comprendre le travail. J'ai beaucoup appris grâce à eux. Avant de parler de ton travail de directrice du Centre culturel de Taïwan en France, attention, ça va devenir un peu plus officiel, un peu plus sérieux peut-être. Donc tu es maintenant, on l'a dit, responsable de ce fameux Centre culturel de Taïwan à Paris. Auparavant, tu avais travaillé dans d'autres organismes culturels taïwanais. Donc tu as dit 2016, c'est ton premier mandat à Hong Kong. Donc. Mais pourquoi tu as choisi cette voie? En 2016, l'année où la présidente Tsai Ing-wen est arrivée au pouvoir, je suis entrée dans le secteur public car je considère la diplomatie culturelle comme la manière la plus efficace d'expliquer au monde ce qu'est Taïwan et pourquoi le destin de Taïwan indique le futur de nos sociétés dans son ensemble. C'est un sujet qui revient souvent parce que je suis écrivain. Avant ma prise de poste à Paris, je travaille aussi comme première présidente de Taiwan Creative Content Agency. C'est parce que c'est mon conviction. Il fut un temps où, pour un pays comme la France, la diplomatie était aussi une affaire d'écrivain.
Je ne vais pas tous les citer, chaque auditeur pensera à son auteur préféré, mais on a eu Saint John Perse, Paul Claudel, Romain Gary, etc. Mais c'est aujourd'hui une tradition terminée, même dans les administrations culturelles. Et pourtant, toi, tu es à la fois à la tête d'une administration culturelle représentant ton pays et une écrivain. Est-ce que c'est normal pour Taïwan ou est-ce que c'est un cas particulier? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour ce type de mandat d'être aussi une artiste? Taïwan a cette tradition d'installer un écrivain ou une écrivaine à la direction du Centre culturel de Taïwan à Hong Kong seulement. D'accord. Nous avons un lien très fort avec ce territoire Hong Kong, bien que nous n'ayons pas le lien diplomatique officiel. Je suis fière d'avoir été une de leurs. En dehors de Hong Kong, je crois bien que je suis un cas particulier. Les fonctions d'écrivain et de diplomate fonctionnent bien ensemble, car nous pensons toujours aux relations entre les personnes, aux valeurs importantes pour notre communauté. Le fait d'être écrivain me permet de sortir des sentiers battus à mon poste de directrice du Centre culturel de Taïwan à Paris, ce qui est une bonne chose pour Taïwan, car nous ne sommes évidemment pas des diplomates traditionnels. Et alors, quelles sont tes missions? Est-ce que tu peux décrire un peu aux auditeurs ce que fait le Centre culturel de Taïwan? Mes missions sont de promouvoir les artistes et le travail et de projeter l'image de Taïwan chez le public européen pour montrer que les Taïwanais partagent des valeurs similaires aux Européens et que nous pouvons nous aussi contribuer à la communauté internationale. Je voudrais avoir ton point de vue sur 2 points peut-être un peu sensibles. Est-ce que tu m'autorises des points sensibles? OK? Ok, alors allons-y. Shoot. La première, c'est sur la politique culturelle actuelle de Taïwan. Il y a une forte propension aux subventions gouvernementales pour aider à la création. Et donc 2 discours à ce propos. Un discours d'enthousiasme pour l'art et la culture comme ayant une portée sociale importante, mais aussi parmi les artistes une crainte de voir émerger un art de la commande, car ne deviendrait visible que ce que le gouvernement finance. En tant qu'artiste et directrice du Bureau de la Culture, quel est ton regard sur ce système? Je pense que c'est la responsabilité du gouvernement de créer un environnement propice au développement de l'art et de la créativité de chacun. Dans certains milieux, comme le patrimoine, l'art expérimental, les nouvelles technologies, je pense que les gouvernements se doivent de mettre en place des politiques pour aider les artistes et spécialement pour ceux au début de leur carrière. Mais tu as également raison. Il faut absolument éviter que l'art créé soit contrôlé par le gouvernement. Il y a un équilibre à trouver. Alors le deuxième point sensible, c'est bien sûr la Chine. Aujourd'hui, l'identité taïwanaise et l'identité chinoise sont bien distinctes. Tu confirmes? Lors de la révolution culturelle en Chine, un grand nombre d'œuvres littéraires chinoises ont été éradiquées. Et du fait de la prise de pouvoir des nationalistes chinois à Taïwan après la Deuxième Guerre mondiale, cette même littérature a été sauvegardée ici. Bien sûr,
la Chine regrette aujourd'hui sa révolution culturelle et dans la mondialisation cherche à remettre en avant la culture qu'elle avait fait disparaître pour promouvoir son soft power, le problème, c'est qu'une part de cette culture est devenue plus intime aux Taïwanais. On sait par exemple que les meilleurs spécialistes du rêve dans le Pavillon Rouge, qui est donc un grand roman chinois classique, sont taïwanais, puisqu'en plus, ces spécialistes n'ont pas une lecture politique imposée par le régime, comme c'est le cas en Chine. Mais ma question difficile est comment on fait pour promouvoir la culture taïwanaise quand une part de cette culture, la culture classique surtout, provient d'un pays qui nous est hostile? La réponse est simple. Tant que la culture fait partie de notre identité et de nos racines, nous la chérissons et nous travaillons pour la promouvoir. La beauté de l'identité taïwanaise moderne au sein de notre démocratie est que nous sommes en tout. Nous, non seulement la culture chinoise, mais aussi la culture japonaise, américaine, et même la culture néerlandaise. Oui, néerlandaise. Toutes ces cultures se sont mélangées avec nos cultures Hakka et aborigènes. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens pensent de nous, mais nous devons savoir qui nous sommes et embrasser cette identité singulière. J'écris en langue chinoise et rêve dans la Pavillon Rouge. Et c'est un livre, c'est un de mes livres préférés. C'est un très bon roman, oui. Traduit en français oui. Dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade. Il y a juste une seule traduction en français qui a pris 10 ans à être traduite en français. Un jour, il faudra qu'on parle ensemble du rêve. C'est qui ton personnage préféré dans le rêve, dans le Pavillon Rouge? Je pense qu'il n'y a pas de caractère préféré, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Et aussi, c'est les gens mélangés. C'est intéressant de regarder la vie de l'adolescence en Qing Dynasty. Sous la dynastie de Qing. Oui. Et c'est les femmes qui dirigent la maison, quand les hommes font autre chose. Oui. Je reviens sur ton travail à la culture taïwanaise. Comment analyses-tu aujourd'hui la soif de culture taïwanaise de la part du public français? Il y a eu récemment un festival dédié au cinéma taïwanais. Il y a une présence accrue dans les festivals du livre ou de la bande dessinée de pavillons taïwanais. Tu me parlais à Avignon que Taïwan serait le pays invité cette année au festival de théâtre. Avignon. En oui. off. Oui, dans le off. On est très excités et aussi fiers. J'espère que c'est parce qu'ils trouvent notre culture intéressante. Je crois que c'est aussi parce que nous avons des artistes très talentueux à Taïwan. Je sais que le public français est un public très admirateur de l'art et qui a très bon goût. Notre gouvernement et le Centre culturel de Taïwan travaillent dur pour rendre la culture et l'art taïwanais accessibles à l'étranger. Ces 2 dernières années, nous étions les pays invités dans nombreux festivals comme Black Movie à Genève, le Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand, le Festival Traveling à Rennes, le Festival du cinéma asiatique à Vesoul, etc. Oui. Alors je termine sur j'espère une note utopique. Quelles seraient pour toi des relations Taïwan-France idéales? J'espère que nous serons des partenaires fiables
dans la région, Taïwan pour la France dans le Pacifique asiatique et la France pour Taïwan en Europe. Par exemple, au niveau culturel, pour le cinéma, lorsque je travaillais pour Taika, j'ai poussé pour que l'on travaille avec CNC. Le cinéma passe en phase de streaming platform. Taïwan et France seront partenaires forts. Solide partenaire. Oui, solide partenaire, oui, au cinéma. Je termine sur une petite réflexion pour résumer tout ça, puisque ça a été intéressant de parler à toi, Qingfang, en tant qu'écrivain et en tant que représentante de ton pays à l'étranger. Et alors, je me rends compte que pour un écrivain taïwanais, ce n'est pas seulement le destin individuel qui compte, il y a aussi derrière Taïwan, le pays, qui est toujours là, toujours présent dans la littérature, ce qui n'est pas forcément vrai pour les écrivains français. Les écrivains français n'ont pas vocation à écrire sur la France spécifiquement. Ils écrivent sur des sujets, sur eux-mêmes. Mais c'est vrai que être écrivain à Taïwan, c'est toujours penser à la situation de Taïwan et à la situation internationale. Et peut-être c'était déjà le cas dans les générations d'écrivains avant la tienne. Je pense par exemple au roman ou au livre de Bai Xianyang, oui. Qui écrivait Jean de Taipei, Taipei Ren. Taipei Ren. Donc il pensait lui-même d'abord à Taïwan avant de penser à son destin d'écrivain. Oui, mais c'est pour ça que je dis toujours, c'est un privilège d'être écrivain taïwanais parce que c'est forcé. Je ne veux pas, mais quand je suis née, le destin m'attend. Oui. Et je ne suis pas écrivain, je suis taïwanais et écrivain. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et merci pour tous et tous pour avoir la patience pour mon mauvais français. Quand tu reviendras de Paris, on verra. On fera une autre interview dans un an et puis on verra tes progrès. Ok, merci. Français. C'est promis. Merci pour votre écoute. On espère que cette interview à 2 facettes vous aura plu. On espère aussi une traduction prochaine des romans de Ru Qingfang en français, donc éditeur si vous nous écoutez. Dans la description de ce podcast, vous trouverez les liens vers le Centre culturel de Taïwan en France et les livres de Ru Qingfang. C'était Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Au montage, Wayne Tsai, productrice exécutive, Émilie Y. Wu. À bientôt pour la prochaine interview.